que ça va, ces Oui, trois questions? ça va. C'est bon. Et Ça va. après, c'est promis, c'est terminé. Ah, C'est vrai, après on arrête. Ah ouais, c'est promis. Il n'y a pas d'autre programme. d'accord. Alors, sur Nathalie, comment vous jugez la situation des femmes en République démocratique du Congo? Ah, en ce qui concerne les femmes, il y a beaucoup à faire. Il y a un travail à faire pour la promotion de la femme. La plupart des cas, la femme, elle est marginalisée, elle est exploitée, elle est violentée. Pour la plupart des cas, elle est considérée comme un instrument de production. Bien sûr, il y a une différence entre la femme urbaine et la femme rurale. Quand vous êtes dans les villes, vous avez l'impression que les femmes ont franchi quand même des pas en ce qui concerne la promotion de la femme, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent étudier, elles peuvent travailler, mais dans l'arrière-pays, dans les milieux ruraux, vous avez encore cette réalité de la femme marginalisée, exploitée, violentée. Et donc je dirais la situation de la femme n'est pas au bon, c'est pas quel terme je pourrais utiliser, au bon niveau, et qu'il y a du travail à faire pour redonner la dignité à la femme, pour lui redonner la conscience, pour qu'elle soit considérée comme un être humain à part entière, parce qu'il a aussi des droits et que ces droits doivent être respectés. Et comment vous faites dans votre travail quotidien pour renforcer les femmes et leurs droits? Ok. Pour le moment, je travaille pour... non seulement j'ai fait le travail de l'accompagnement des communautés locales, mais je travaille aussi pour la commission Justice et Paix au niveau national. Et au niveau de la commission Justice et Paix, je suis chargée de la dynamique Femmes pour la paix. La dynamique Femmes pour la paix, c'est un programme que l'Église catholique met en place pour pouvoir travailler avec les femmes, pour travailler la question de la promotion de la femme, pour promouvoir les droits de la femme. Et donc, dans ce programme, il y a plusieurs actions, plusieurs axes d'intervention. C'est notamment ce que nous faisons, c'est de l'alphabétisation. Et nous appelons ça, non seulement dans l'alphabétisation, on apprend, n'est-ce pas, à lire et à écrire, mais nous, dans notre programme, nous faisons de l'alphabétisation conscientisante. Ça veut dire, à partir de l'écriture, on essaye d'aider les femmes à faire l'étude de leur milieu, à comprendre les contextes et l'environnement dans lequel elles vivent pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir. Et donc nous faisons l'alphabétisation conscientisante, nous faisons de la sensibilisation sur plusieurs thématiques, le droit de l'homme, le droit de la femme plutôt. Nous travaillons les questions de droits de l'homme, mais nous faisons aussi un travail d'autonomisation. Parce que, d'ailleurs, on le dit partout, la femme est la personne qui est la plus touchée par la pauvreté. Ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées par la pauvreté. Et c'est la même réalité au Congo. Vous avez vraiment beaucoup de femmes qui vivent dans une situation très précaire. Et donc, nous essayons aussi de faire un travail pour arriver à l'autonomisation des femmes. Mais il y a aussi toutes les questions liées aux violences. Les violences sont multiples. Il y a des violences domestiques, donc les femmes vivent dans leur famille, dans leur foyer, dans leur ménage. Il y a aussi des violences sexuelles qui malheureusement sont une réalité aussi fréquente et récurrente dans le pays. Donc nous travaillons à toutes ces questions-là pour que ces femmes soient à mesure de dénoncer toutes les violences dont elles sont victimes et que justice soit faite en leur faveur. Voilà un peu des manières très ramassées les actions que nous sommes en train de mener pour promouvoir la femme. Et
quels sont les événements ou les personnes qui vous ont inspiré dans votre vie ou dans votre travail? Mhm. Je dirais, avant de citer les personnes, il y a des événements. Les événements, c'est la grande pauvreté autour de moi, la grande misère autour de moi. C'est un facteur déterminant pour moi. Donc, il y a des situations, je dirais, infra-humaines. Donc, il y a une pauvreté, mais il y a aussi des situations infra-humaines que j'arrivais pas vraiment à supporter. Et ça m'obligeait de façon spontanée de pouvoir m'engager dans des actions sociales pour prendre la défense des plus pauvres, des personnes qui n'ont vraiment, qui ne peuvent pas. Vous savez, la grande pauvreté, c'est vrai, manquer de quoi vivre, manquer le nécessaire, c'est de la pauvreté, mais il y a une pauvreté plus que ça. Donc vous avez affaire à des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes, qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas poser des actions quand elles sont en situation difficile. Mais quand moi je me rends compte que moi je peux faire, et ça m'a déterminée. Ils ne l'ont pas fait peut-être parce qu'ils sont nés déjà dans une situation très pauvre. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les parents qui m'ont amené à l'école. Donc, je sais lire, je sais écrire, je peux m'exprimer. Et pourquoi ne pas mettre cela au service de ceux-là qui n'ont pas ces capacités-là? Voilà. Donc, cette misère, cette précarité autour de moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas beaucoup, que je ne peux pas supporter, parce que je pense que tous nous avons droit à la vie. Il y a certaines injustices sociales qui vous obligent à vous engager. Je ne peux pas prétendre changer le monde, changer le système, mais mes actions peuvent faire apporter quelque chose, peuvent faire changer quelque chose, peuvent sauver quelques vies humaines autour de moi. Et j'en ai l'expérience et ça me détermine. Aussi, j'ai vu autour de moi des personnes s'engager de façon bénévole. J'ai vu une religieuse dans ma ville, Likassi, où je suis née. C'était une jeune religieuse, mais très engagée auprès des pauvres. Je l'ai vue très engagée auprès des enfants vivant avec handicap. Il y a quelques années, ces enfants-là étaient cachés dans les maisons. Les parents avaient honte et cachaient ces enfants dans la maison. Donc, ils n'avaient pas droit à la chaleur humaine des autres personnes. Ça faisait un objet de honte pour les familles. Et j'ai vu cette religieuse faire des sensibilisations dans les familles pour que les parents fassent sortir ces enfants-là et leur dire que c'était des êtres humains, qu'ils avaient droit à la vie, qu'ils avaient droit au développement. Je l'ai vu très engagée dans une école pour handicapés. Et j'avais aussi l'habitude d'aller voir ces personnes vivant avec handicap. À partir du moment où ils sont retirés de leur famille, ils étudient, ils sont dans un environnement où on les considère comme des personnes humaines. Mais ce sont des personnes qui changent. Ça devient des personnes très rayonnantes, des personnes épanouies, des personnes qui acceptent finalement leur handicap et vivent avec leur handicap. Et on a vu ceux-là qui sont allés plus loin. Mais c'est parce qu'à travers l'action de cette sœur, on leur a donné cette possibilité-là. Voilà. Et la sœur le faisait de tout son cœur. Elle ne le faisait pas pour un salaire. Elle le faisait parce qu'elle faisait confiance à ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, c'était des êtres humains pour elle, qu'ils avaient le droit à la vie. Elle en était tellement convaincue qu'elle était engagée de tout son cœur. Et ça, j'en ai gardé toute la vie. Et ça m'a déterminée aussi à pouvoir être au service des autres. Et surtout ceux-là qui ne sont pas considérés, qui sont des personnes de la périphérie rejetées, qui ne comptent pas peut-être pour la société.
voilà. Accent Sana, sœur Nathalie.